Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Après la longue séquence sur le mariage pour tous, la réalité économique et sociale s'impose. Florange, PSA et Avenir demain, les chiffres du chômage. La première année du quinquennat de François Hollande s'achève dans un contexte tendu. Tension aussi avec les parlementaires qui font de la résistance sur la transparence. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Le gouvernement dit non à l'amnistie sociale qui devait profiter aux syndicalistes. Cet abandon officiel a provoqué la colère à la gauche de la gauche. Les communistes parlent d'une trahison et dénoncent ce changement de cap pour faire plaisir au patronat. Notre invité ce soir, il est candidat à la présidence du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, dans un instant. Plainte et indignation après le mur des cons du syndicat de la magistrature, filmé en caméra cachée. Ce mur tapissé de photos de responsables politiques, essentiellement de droite, et de journalistes accompagnés de mentions peu flatteuses, a provoqué la colère des intéressés. La ministre de la Justice parle d'une affaire inadmissible. Les réactions dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le gouvernement abat ses cartes pour plus de transparence dans la vie politique. Mesures d'interdiction des activités de conseil pour prévenir les conflits d'intérêts, lutte contre les paradis fiscaux. Et puis, après la transparence imposée aux ministres, les parlementaires seront soumis à des obligations sur ce point. Vous allez le voir, les réticences sont vives chez les élus de droite comme de gauche. Aurélien Romano. Seule mesure sur laquelle l'Élysée est intransigeant, l'obligation pour les parlementaires de déclarer leur patrimoine et d'y joindre une déclaration d'intérêt et d'activité. Pas question que les deux chambres détricotent l'esprit du texte. Ces déclarations seront faites auprès d'une haute autorité de la transparence qui sera créée. Sa mission, contrôler ces déclarations et entamer des poursuites si nécessaire. Le point noir reste la publication de ces déclarations. La droite y est opposée et une majorité de la gauche aussi. Au Sénat, le président de la commission des lois reste très prudent. Est-ce qu'il faut tout mettre sur la place publique? Ce n'est pas sûr. Parce que ça se discute, voilà. Et nous voulons en discuter. Nous allons procéder à des auditions, nous allons réfléchir ensemble. Mais il y a un point sur lequel nous sommes sûrs, nous allons beaucoup insister dans le débat parlementaire, c'est la nécessité du contrôle. Le contrôle des déclarations à l'entrée en fonction et à la fin du mandat, il semble y avoir une unanimité sur cette question. Ce qu'attendent les Français, c'est pas tant la publicité des patrimoines des élus, ministres ou autres. Ce qu'ils attendent, c'est de savoir que ce qu'ils ont déclaré, il puisse y avoir un contrôle sur la façon dans laquelle ils ont constitué leur patrimoine. Ça, c'est parfaitement légitime et parfaitement normal. Et ce sur quoi il faut travailler avec beaucoup de précision, et c'est là qu'on peut discuter sur la procédure d'urgence qui est mise en place, c'est la notion de conflit d'intérêts. Le gouvernement décide donc d'être prudent et renvoie la balle au Conseil d'État sur les conditions de cette publication des patrimoines. Deux autres mesures restent en suspens en raison d'un risque de rejet par le Conseil constitutionnel, la création d'un parquet fiscal sous la houlette d'un super procureur et le non-cumul de la fonction de parlementaire avec une profession de conseil afin d'éviter les conflits d'intérêts. Rien n'allait déjà plus entre le gouvernement et le front de gauche. Eh bien, ça ne va pas s'arranger. Les relations tendues se sont encore aggravées aujourd'hui après la volte-face de l'exécutif sur l'amnistie sociale. Le texte adopté de justesse au Sénat il y a 2 mois prévoyait d'amnistier des faits commis lors de mouvements syndicaux. Projet abandonné aujourd'hui. Les communistes crient à la trahison. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Les sénateurs socialistes l'avaient voté le 27 février dernier, mais plus question désormais de faire adopter une amnistie sociale pour les délits syndicaux. Le texte ne passera probablement pas le cap de l'Assemblée nationale, les députés étant attentifs au mot d'ordre très clair du gouvernement. Le président de la République souhaite rappeler qu'il est hostile à toute forme d'amnistie. Le gouvernement souhaite que le respect de la loi républicaine soit une question de principe et qu'elle ne supporte aucune remise en cause, même au niveau de l'amnistie. Un gouvernement qui aurait toujours été opposé au texte, voilà l'argument avancé, mais vite contredit lorsque l'on réécoute les mots utilisés par la garde des Sceaux lors de l'adoption du texte au Sénat le 27 février dernier. Le gouvernement va donc écouter avec la plus grande attention et s'en remettre à la sagesse de votre Assemblée. Et je crois que nous faisons œuvre utile et surtout que nous faisons là œuvre de justice. Je vous remercie. Les sénateurs communistes l'avaient alors acclamé.
Mais face au changement d'avis du gouvernement, l'ambiance était beaucoup plus tendue aujourd'hui. C'est une volte-face de la position gouvernementale. Aujourd'hui, la décision gouvernementale est incompréhensible et je peux vous dire qu'elle va être très mal comprise dans le pays. Et nous ne laisserons pas faire. Une occasion de plus pour le Front de gauche d'appeler à défiler le 5 mai. Mais même dans la majorité de la Haute Assemblée, des socialistes qui avaient voté le texte dénoncent une improvisation malvenue de la part du gouvernement. Et pour corser le tout, le Front de gauche reste furieux après le vote bloqué utilisé par le gouvernement pour faire adopter la loi sur la sécurisation de l'emploi au Sénat. Les communistes et la droite ont forcé le report de l'adoption définitive d'un texte que le ministre Michel Sapin juge historique. Les détails avec Joachim Rob. Tourner enfin la page mariage et se consacrer à l'emploi, c'était l'espoir de François Hollande. Aujourd'hui, plus que jamais, le rassemblement du pays doit se faire sur l'emploi, le redressement, la confiance. Le gouvernement espérait donc un vote définitif demain de la loi sur l'emploi, mais c'était sans compter sur la fronde des sénateurs ulcérés par le recours à un vote bloqué pour écourter les débats. Communistes en tête, ils ont décidé de reporter le scrutin au 14 mai. Quand on fait un vote bloqué, excusez-moi, ce n'est pas respecter le travail parlementaire. C'est décider brutalement qu'il n'y a plus de débat. Quelle que soit la position qu'on peut avoir sur les différents textes, il faut que le Parlement soit respecté, il faut que le débat parlementaire aille à son terme. 2 semaines de délai, a priori rien de grave, sauf que le gouvernement espérait faire passer cette loi avant les défilés syndicaux du 1er mai et la manifestation du Front de gauche le 5 mai. Je comprends que le gouvernement soit embarrassé. Il s'est mis lui-même dans la difficulté avec la volonté de passer en force au Sénat en n'écoutant pas suffisamment les débats et en prenant pas suffisamment le temps de la discussion. UMP, UDI, CRC et écologistes, 4 groupes ont voté ce report. Les socialistes connaissaient la position des communistes, mais regrettent que les écologistes aient rejoint la révolte. Moi, je trouve qu'il y a une incohérence absolue dans cette façon de fonctionner, parce que c'est pas, le débat n'était pas en général sur le vote bloqué, mais là, concrètement, sur une loi qui doit vite rentrer en application, qui est la traduction d'un accord. Ce soir, l'Assemblée nationale examine la dernière version du texte avant son retour au Sénat dans 2 semaines. Dans l'actualité, après 20 mois de lutte sociale et de polémique, la Lorraine a tourné aujourd'hui une page de son histoire industrielle avec la mise à l'arrêt des hauts fourneaux de Florange. Une étape symbolique que certains syndicalistes ont marquée par la pose d'une stèle évoquant, je cite, les promesses non tenues de François Hollande. Stèle retirée ce soir par le maire socialiste de la ville. Et puis toujours sur le front social, la phrase du directeur financier de PSA a provoqué l'émoi des salariés du constructeur automobile. Ce dernier a affirmé que le site d'Aulnay-sous-Bois pourrait fermer dès 2013 en raison des grèves qui perturbent le fonctionnement de l'usine. Démenti de la direction qui maintient son calendrier. Pour 2014, le délégué CGT Jean-Pierre Mercier avertit que les grévistes ne céderont pas au chantage. La suite du 22h avec notre invité ce soir, il est candidat à la présidence du MEDEF, patron de Virgin Mobile, Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue d'abord, votre réaction à cette actualité, à ce énième épisode dans le feuilleton PSA. Il y a d'un côté une direction qui cherche, semble-t-il, à plier bagage le plus vite possible, et puis une poignée d'irréductibles grévistes bien décidés à ne pas bouger. Comment on arrive à un tel blocage? C'est malheureux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 5 syndicats sur 6 qui ont signé le plan social qu'a proposé la direction de PSA, qui contient un certain nombre de reclassements à Poissy, dans une autre usine du groupe, qui contient l'implantation d'un industriel sur le site, des reclassements ou des réemplois chez Safran. Donc il y a une solution pour la plupart des employés en 2014. Et malheureusement, pour des raisons politiques, pour certains en tout cas, il y a des gens qui s'opposent, qui empêchent la production, qui font perdre de l'argent un peu plus malheureusement aux constructeurs. Alors vous visez les syndicalistes, mais comme on arrive à un tel point de blocage, est-ce qu'on ne se dit pas que les torts finalement sont partagés quand le dialogue est rompu à ce point? Ce qui est clair, c'est que le marché automobile a connu un tel crash que personne ne pouvait... On vendait, je crois, en Europe presque 20 millions de voitures il y a 6 ans, on va en vendre moins de 15 millions cette année. Et devant un tel phénomène, il est très difficile d'anticiper pour la direction de PSA. Le gouvernement a abandonné tout à l'heure le projet d'amnistie sociale que vous dénonciez. Vous avez obtenu gain de cause? Je crois simplement c'est le bon sens qui l'a emporté. Moi, je suis formellement contre toute forme d'amnistie, pour les patrons voyous comme pour les syndicalistes voyous. On ne peut pas, si vous voulez, d'un côté prôner une république exemplaire, transparente,
un ordre républicain et puis ne pas sanctionner des gens qui cassent. Et vous le percevez comme un geste du gouvernement en votre faveur, en votre direction? Oui, mais comme le premier geste avait été de laisser passer la loi, je crois que c'est simplement un retour à l'ordre républicain et ça s'applique, la loi elle doit s'appliquer, quelle qu'en soit sa sévérité. Après, le juge sera là pour donner peut-être des circonstances atténuantes au désespoir de certains. Alors c'est peut-être un geste qui peut venir modifier un climat de défiance qui se serait, j'utilise le conditionnel, installé entre le chef de l'État et le patron, comme l'a évoqué les Échos, une enquête il y a quelques jours des Échos. Est-ce qu'il y a bouderie, incompréhension entre le chef de l'État et les patrons, comme il est écrit? Bouderie. Moi, je suis en campagne pour le MEDEF, donc je vais dans les territoires, je rencontre beaucoup de patrons de PME. Il y a une très grande anxiété d'abord sur le climat économique. Les carnets de commandes sont vides, la trésorerie est très très basse. Et cette anxiété, elle se double, oui, d'une incompréhension, pas d'une bouderie, voire d'une colère. La raison, laquelle? Parce qu'on ne voit pas le cap de ce gouvernement qui fait un petit zigzag à droite, un petit zigzag à gauche, mais qui ne prend pas la mesure de cette crise. Ce qu'on peut reprocher à ce gouvernement, finalement, c'est pas tellement ce qu'il fait, c'est ce qu'il ne fait pas. On est dans une crise de mutation profonde, il faut des réformes décisives, il faut tout faire pour l'emploi. Vous le disiez tout à l'heure. Le chef de l'État a sonné ce matin même la mobilisation générale pour l'emploi. Quel serait votre premier geste, votre première urgence sur ce sujet si vous prenez la tête du MEDEF? Il y a une chose à faire très simple, une mesure tout de suite. Alors c'est pas le MEDEF qui peut la prendre parce qu'il doit le prendre avec les syndicats. C'est que on peut laisser un délai de paiement pour les cotisations sociales à toutes les TPE, les moins de 20. Parce que la trésorerie des entreprises, c'est ça qui va générer après de l'emploi. Donc là, ça peut se faire tout de suite. Ça a été fait en 2009. Au moment de la première crise, en 2008, au moment de la première crise des subprimes, on peut le faire tout de suite. Après, il y a des réformes structurelles qu'il faut faire, parce que ce pays ne s'en sortira pas en gardant le même modèle. Si vous remportez la présidence du MEDEF, entre un MEDEF de combat et un MEDEF conciliant, où vous placerez le curseur? Est-ce que vous serez un partenaire? Moi, je veux ni un MEDEF de combat, ni un MEDEF conciliant, je veux un MEDEF de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, il faut négocier. Ah oui. Parce qu'il y a du grain à moudre, parce que le gouvernement a une proposition de loi. C'est la carotte et le bâton alors. Exactement, mais de temps en temps, il faut manier le bâton, parce que quand il propose l'amnistie, ce qui a été le cas effectivement, là il faut cogner dur et le faire reculer parce que c'est aberrant. Donc moi j'ai pas de position dogmatique vis-à-vis du gouvernement. Le MEDEF c'est le parti d'entreprise, on est les professionnels de la création d'emplois. On est là pour créer des emplois. C'est au gouvernement de nous tendre la main. Et il n'y aura pas d'opposition systématique de ma part. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats qui postulent à ce poste au MEDEF? Écoutez, ça sera aux électeurs de le dire. Je dirais d'abord qu'on n'a pas le même style, ni le même parcours, ni la même histoire personnelle. Après, moi j'insiste sur un certain nombre de points. J'insiste par exemple sur la fiscalité personnelle. Le MEDEF, traditionnellement, ne parle pas de fiscalité personnelle. C'est la fiscalité des entreprises. Or, quand on taxe le capital comme le travail, la fiscalité du chef d'entreprise, la fiscalité de l'investisseur, la fiscalité de nos salariés, qui ne touchent plus les heures supplémentaires défiscalisées, c'est un sujet sur lequel on doit se battre de la même manière qu'on se bat sur la fiscalité des entreprises. Dans l'actualité, il y a plus de 80 entreprises françaises qui accompagnent en ce moment François Hollande, les chefs évidemment de ces entreprises en Chine. Le poids des entreprises tricolores en Chine, c'est un poids plume. Pourquoi? Très faible. Qu'est-ce qui nous manque par rapport aux Allemands? Il nous manque en fait des ETI, des entreprises moyennes exportatrices. On a beaucoup de grandes entreprises exportatrices, mais la différence avec l'Allemagne notamment, qui a un excédent commercial que vous connaissez, c'est ce Mittelstand allemand, c'est-à-dire la partie entre, on va dire, 500 et 100, où on a des entreprises trop tournées vers la France. Et là, il y a un vrai effort à faire au sein des entrepreneurs. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'agressivité, de volonté de la part des entrepreneurs? Il y a peut-être un manque d'agressivité, de culture aussi internationale. Il y a aussi un foisonnement d'aides, d'organismes qu'il faut prendre en coordonnée. Et puis c'est aux entrepreneurs de s'aider entre eux, notamment les grandes, et dans les petites, ce que les Allemands font mieux que nous. Pour terminer, le Premier ministre a annoncé tout à l'heure la tenue d'une nouvelle conférence sociale avec l'ensemble des partenaires sociaux. Ce sera les 20 et 21 juin. Ce sera donc avec Laurence Parisot, puisque l'élection au MEDEF n'aura lieu que le 3 juillet. Dommage, c'est pas une nouvelle page qui se tourne. Non, je crois que c'est normal. Laurence Parisot est présidente du MEDEF jusqu'au 3 juillet, et donc effectivement, c'est elle qui assumera la ligne. Mais vous savez, on a beaucoup de points d'accord avec Laurence Parisot, donc elle tiendra une ligne. Vous attendez son appui, il faut être gentil avec elle. Non, pas forcément. Non, vous l'attendez quand même. Ce sera un appui important pour vous? Je ne sais pas si elle aura donné un appui, mais je ne sais pas si elle donnera un appui à quelqu'un. Elle fera bien ce qu'elle voudra d'ailleurs. Elle le fait souvent. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On suivra évidemment cette élection. Ce sera donc le 3 juillet prochain. Merci. La suite du 22h. Et puis on a vu en début du journal que les difficultés s'accumulent entre le gouvernement et le front de gauche. Mais un autre couac fissure la gauche sénatoriale et présidentielle avec cette fois, vous allez le voir, la fronde d'un autre partenaire du PS. Il s'agit des radicaux de gauche à l'origine de ce mécontentement à la réforme de l'élection des sénateurs. Les explications avec Delphine Gérard. Regardez.
Cela sonne comme un avertissement. En votant contre la réforme du mode d'élection des sénateurs en commission, le groupe RDSE maintient la pression sur le gouvernement avant l'examen du texte en séance. Nous considérons qu'il n'est pas bon que chaque nouvelle majorité change systématiquement les modes de scrutin électoraux. En même temps, nous ne sommes pas favorables par principe au scrutin proportionnel, car nous sommes très attachés au lien de l'élu avec le territoire et les citoyens. Le projet de loi du gouvernement prévoit de modifier le mode de scrutin des sénatoriales dans 25 départements. Elles auront lieu à la proportionnelle dans les départements où sont élus 3 sénateurs ou plus. Objectif, empêcher une surreprésentation des communes rurales et favoriser la représentation des communes les plus peuplées. Mais avant cela, reste à trouver un terrain d'entente avec les radicaux de gauche qui ont encore rappelé ce matin qu'ils peuvent faire ou défaire une majorité au Sénat. Il faut que nous puissions reprendre les discussions avec le RDSE pour arriver à ce que ce texte puisse être voté de manière majoritaire au Sénat. C'est vrai que c'est un texte qui concerne l'élection des sénateurs. Il faudrait mieux quand même que le Sénat émette un vote favorable. Le texte sera examiné en séance le 14 mai prochain. Un nouveau rejet serait un véritable camouflet pour le gouvernement qui entend bien conserver le Sénat à gauche. Mais à plus d'un an des élections sénatoriales, les grandes manœuvres ont déjà commencé. La suite du 22h, dans un instant notre club d'éditorialisme. Mais d'abord, c'est le tour de l'info préparé ce soir par Cécile Sixou. Enrico Letta, le numéro 2 du Parti démocrate italien, a 46 ans, un CV à rallonge et il a été choisi par le président Giorgio Napolitano pour sortir l'Italie de l'impasse politique et former un nouveau gouvernement. Ma surprise ce matin en recevant l'appel du président va de pair avec le profond sentiment de responsabilité qui pèse sur mes épaules. Nous savons que la situation dans laquelle nous nous trouvons est une situation difficile. La situazione è quella che conosciamo, una situazione molto difficile. Emploi, soutien aux petites entreprises et réforme des institutions. Enrico Letta a d'ores et déjà annoncé ses priorités. Il commencera dès demain les consultations pour former son gouvernement. Là-bas, c'est un inconnu. Là-bas, il va devoir convaincre. François Hollande s'est envolé ce soir pour une visite officielle en Chine. 37 heures accompagné par pas moins de 8 ministres et une quarantaine de chefs d'entreprise avec un objectif, vanter les mérites de l'industrie française. Une visite préparée de longue date. Jean-Pierre Raffarin et Laurent Fabius s'y sont rendus en éclaireur. Critiqué pendant la campagne pour ne pas y être allé, François Hollande est tout de même le premier chef d'État reçu par le président Xi Jinping fraîchement nommé. Jean-François Copé et François Fillon sont tombés d'accord. L'UMP aura bien sa primaire et elle sera organisée en 2016 pour désigner le candidat à la présidentielle de 2017. Comme au PS en 2011 donc, le vote sera ouvert à tous les sympathisants UMP. Cette décision sera inscrite dans les statuts du parti le 14 mai prochain. Les partenaires sociaux seront de nouveau sollicités par le gouvernement pour une seconde conférence sociale. C'est ce qu'a annoncé Jean-Marc Ayrault aujourd'hui. Elle se tiendra les 20 et 21 juin prochains et permettra de faire le bilan de la première feuille de route, mais surtout d'engager de nouveaux chantiers pour 2013 et 2014. Pour Plantu du Monde, à chaque président sa réponse à la casse sociale. Au célèbre dérapage de Nicolas Sarkozy a succédé la demi-mesure de François Hollande. Après la page mariage pour tous, première réforme sociétale de François Hollande, la réalité économique et sociale s'invite dans le débat. PSA, Florange et Avenir, demain les chiffres du chômage. La première année du quinquennat de François Hollande s'achève dans un contexte tendu. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir avec Claude Veil du Nouvel Observateur. Bonsoir Claude, bienvenue. Bonsoir Sonia. Yves Rioufol du Figaro, bonsoir et bienvenue. Notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et muni de ses pinceaux, de ses feuilles et de sa bonne humeur, Hervé Baudry. Bonsoir Sonia. Bienvenue Bonsoir Hervé. à tous. Merci d'être avec nous. Alors messieurs, l'amnistie sociale abandonnée par le gouvernement, Yvan Rioufol, c'est un signal politique non négligeable. Pourquoi ce changement de pied du gouvernement ?
Il était peut-être difficile pour lui de tenir deux discours si différents, celui qui amnistiait les violences syndicales et celui qui faisait en sorte de ne pas supporter qu'il y ait le moindre débordement dans les manifestations pour la manif pour tous. Car dans la manif pour tous, on a bien vu que, certes, s'il y avait quelques casseurs, on n'a pas non plus brûlé des voitures ni brisé des vitrines. Et en revanche, il y a tout de même eu une main relativement dure de la part des forces de l'ordre, notamment des gardes à vue qui n'en finissaient plus. Et donc, il était incompréhensible que le gouvernement soit aussi ferme d'un côté et aussi laxiste de l'autre. Toute permissivité de la part du gouvernement était impossible, donc. Oui, en tout cas, c'est une sagesse de la part de François Hollande que d'avoir compris qu'il y aurait une irritation supplémentaire à voir le gouvernement impliqué à ce point une telle injustice, me semble-t-il. Claude Vaillet, donc le divorce, il est consommé avec la gauche de la gauche. On entend des phrases qui sont très dures, des mots qui sont chocs de la part des communistes, trahison. Avec le Parti communiste, oui, parce que le Parti communiste avait fait de ce texte un peu son acte emblématique. C'est un texte qui appartient plus au Parti communiste qu'au Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. C'était pour eux un acte qui montrait, qui attestait que le Parti communiste, dans cette configuration, où il n'est pas au gouvernement, mais fait partie de la majorité, sans voter la plupart des lois d'ailleurs, enfin, continuait à peser sur le débat public. Et donc, pour eux, le Parti communiste, c'est une véritable défaite qui manifestement, Pierre Laurent digère très très mal. On va préciser qu'en réalité, François Hollande, dès le départ, n'y était pas favorable à ce texte. Et je crois que la raison qu'a dite, Yvan Rioufol est parfaitement juste. Et j'élargirais même, c'est-à-dire qu'on va vers des semaines qui vont tanguer beaucoup. Il y a cette journée du 5 mai qui est très compliquée à gérer pour le gouvernement, puisqu'ils auront dans la rue à la fois les révolutionnaires de gauche et les réactionnaires de droite, pour faire simple. Et en attendant l'autre manif du 26, tous ces mouvements sociaux qui s'éternisent, qui s'enquisent, qui polluent de plus en plus. Donc le gouvernement a voulu envoyer un signe, c'est bon, on va quand même arrêter la récréation. Une s'en sort mal dans cette affaire, c'est malgré tout Madame Taubira, qui est désavouée, car elle avait face au Sénat défendu la justice, c'était son terme je crois, la justice de cette mesure vis-à-vis des syndicats, et naturellement elle se voit aujourd'hui désavouée, et combien par ce gouvernement qui la soutient d'autre part. Alors, vous l'avez dit, Claude Vaillet, semaine chargée à venir sur le plan social, sur le plan économique également. Jean-Louis, le chef de l'État, a de nouveau sonné la mobilisation générale ce matin en faveur de l'emploi. Ça nous prépare à de mauvais chiffres demain, un triste record. On était déjà préparé avant qu'il n'en parle. Il n'y a aucune raison que le chômage, le mois dernier, aurait dû dépasser ce fameux record. De 1997, il ne l'a pas fait d'un cheveu. Donc, on est pratiquement maintenant sûr que le prochain chiffre qui tombera demain à 18h, il sera dépassé. Et puis en même temps, on voit bien que ça n'embraye pas, c'est-à-dire que les mesures qu'il en prise n'embrayent pas sur l'emploi. On a cette histoire de Florange, on a eu la semaine dernière Petroplus, l'histoire également de PSA Aulnay. Il y a une série quand même de revers qui s'additionnent et qui assombrissent le contexte social et économique. Et tout ceci, évidemment, va peser. Mais le gouvernement dit qu'il faut laisser un peu de temps, le temps que cette panoplie, cette boîte à outils, fasse son effet. Oui, alors le problème, c'est que laisser du temps au temps, mais combien de temps faudra-t-on laisser du temps au temps? C'est-à-dire que c'est des choses un peu vagues par rapport aux gens qui basculent dans une situation difficile. Donc tout ceci est impossible. Le temps que le gouvernement s'était donné, c'était la fin 2013. Il l'avait dit, j'inverserai la courbe du chômage. Il a même été plus précis dans les dernières semaines où il a dit, je ferai baisser. On fera baisser le chiffre du chômage, qui est encore plus ambitieux que d'inverser la courbe du chômage. Sur ce point, oui, Yvan Rioufol, François Hollande a donc maintenu son oracle sur l'inversion de la courbe du chômage fin 2013. Ça approche, l'augure est à risque, mais François Hollande persiste. Qu'est-ce qui peut expliquer cette détermination? C'est du volontarisme politique? Il peut naturellement le faire, mais au prix d'emplois fictifs. On connaît très bien la méthode, ce vont être les emplois subventionnés. Donc simplement, ça va coûter la fortune que l'on essaye d'économiser par ailleurs. Donc ce seront des faux emplois. Alors naturellement, il peut peut-être essayer encore. Je ne suis même pas sûr qu'il y arrive avec cet artifice-là. Mais le fond du problème est naturellement que cette machine économique est une machine enrayée et que pour l'instant, le gouvernement n'a pas réussi le début du commencement d'une réforme qui puisse relancer l'offre, en tout cas. Quelle sévérité, Claude Vaillet. Mais pourquoi François Hollande s'est-il lié les poings avec cette promesse? Parce que François Hollande déteste envoyer des messages négatifs à l'opinion. Il pense que s'il dit que les Français sont désespérés, ne croient à rien, et que si on leur dit en plus ça va aller de plus en plus mal, ça va achever de démoraliser, donc de casser
l'esquisse d'une croissance qui pourrait se dessiner à l'horizon, et casser aussi le moral des entrepreneurs qui sont déterminants dans cette affaire. On parlait de Florange Petroplus, c'est des drames humains et sociaux, mais le drame économique, c'est des milliers de petites entreprises qui ont l'eau là et qui sont en train de se casser la gueule. La situation économique est très mauvaise. La boîte à outils, il y a en effet, elle a deux volets dans la boîte. Il y a le volet social très classique, finalement, le traitement social, les contrats de génération et les emplois d'avenir. Yvon appelle ça des faux emplois, c'est mieux quand même que de rester dans la rue. Et puis il y a le traitement économique. Le traitement économique, c'est le pacte de compétitivité, c'est la baisse du coût du travail. Mais ça prend beaucoup de temps et le gouvernement est pris dans un ciseau. C'est que le temps économique n'est pas le temps politique, qui n'est pas le temps médiatique. Le temps politique, c'est le temps de faire voter des réformes, ça prend des semaines. Le temps médiatique réagit en temps réel et le temps économique, il faudra des années avant que l'appareil productif français, qui a été massacré depuis 10 ans, retrouve du poil de la bête. Mais Jean-Louis, les symboles tombent, vous l'avez rappelé, après 20 mois de lutte sociale et de polémique, la Lorraine tourne aujourd'hui une page de son histoire industrielle avec l'arrêt définitif des hauts fourneaux, une réalité et un symbole fort aussi. C'est ancré dans notre collectif quand des hauts fourneaux dans une telle terre s'arrêtent. C'est un symbole très fort et il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est la mémoire ouvrière. C'est-à-dire que l'histoire de Gandrange poursuivra Sarkozy très longtemps. Et l'histoire de Florange, le fait qu'il y soit allé et qu'il ait dit je mettrai une loi pour que les sites qui ferment puissent être repris par des entreprises, le fait qu'on ait parlé de nationalisation temporaire sur le site, tout ceci il a eu droit à une stèle aussi. Oui. Pardon ? Il a eu droit à sa stèle qui a été retirée d'ailleurs parce qu'elle était mise dans un domaine public. Mais ce que je veux dire, c'est que la mémoire, les gens se souviendront très longtemps de ce qui s'est passé à Florange. Et c'est effectivement le problème important. Quand vous regardez les emplois qui sont menacés à Florange, c'est quelques centaines, c'est pas grand-chose. Et pourtant, ça a un impact parce que c'est l'acier, parce que ces gens se sont battus, qu'ils ont quand même une sympathie, ils ont gagné une certaine sympathie sur leur combat. Et tout ceci, ça restera dans le cerveau des gens. Yvan Rioufol, on regarde en même temps le dessin d'Hervé Baudry, si gisent les hauts fourneaux de Florange. Et si le salut venait de l'Europe? Vous l'entendez, cette petite musique, moins de rigueur pour faire repartir la machine, la croissance et donc l'emploi. José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, ne dit pas autre chose. On va regarder sa phrase. Voici ce qu'il dit. Autant je pense que cette politique de rigueur est fondamentalement bonne, autant je pense qu'elle atteint ses limites. Pour être couronnée de succès, une politique doit non seulement être conçue correctement, mais elle doit recueillir un minimum de soutien politique et social. Est-ce qu'on assiste là à un virage accepté par tout le monde petit à petit ? Je n'en sais rien, mais on voit bien que, en tout cas, la volonté qu'a eu le gouvernement de ne pas vouloir regarder que la rigueur avait malgré tout des vertus, et il n'a tellement pas voulu le regarder qu'il ne s'est même pas lancé dans le b.a.-ba, si je puis dire, d'une économie efficiente des dépenses de l'État. On voit bien que cette politique-là est une politique à courte vue, car naturellement, ce gouvernement-là a accablé malgré tout les classes moyennes d'impôts, tout en essayant de faire penser que la relance pouvait se faire par la consommation. Donc il y a bien une incohérence entre, d'une part, prendre l'argent des ménages à travers l'impôt et penser ensuite qu'on pourrait relancer la consommation avec quoi? Avec pas grand-chose. Donc je pense qu'il y a beaucoup de mensonges, de non-dits et de fuite en avant de la part de tous ces gouvernements. Et le tableau est-il si noir, Claude Veil, que le dit Yvan Rioufol? Et on jette un petit coup d'œil sur le croquis. On reste un petit peu d'actu. Surtout ne pas tromper, rigide, pas frigide. Il y a un paradoxe dans cette situation, c'est que d'une certaine façon, François Hollande se trouve avoir raison avec un an de retard. Puisque, souvenez-vous, quand il est élu, il dit, il va à Bruxelles dire qu'il faudrait faire de la relance. Et à ce moment-là, il est quand même très isolé, il obtient un simulacre de plan pour lui faire plaisir, les partenaires européens signent un machin, mais en réalité qui n'a absolument rien changé. Et depuis, la France, bon an mal an, s'est adaptée aux politiques d'ajustement budgétaire imposées par l'Allemagne et surtout par l'Union européenne. Et la difficulté particulière où on est, c'est que, alors, vous avez vu que les Pays-Bas ont annulé un plan d'économie de 4 milliards. En Espagne, en Grèce, en Italie, la colère sociale devient de plus en plus virulente. La difficulté où nous sommes, c'est que
le diagnostic qui a été fait sur cette croissance qui est en train d'asphyxier l'Europe, maintenant il y a un oui, la croissance, cette austérité qui est en train d'asphyxier la zone euro. À peu près tous les économistes sont d'accord, mais ça ne débouche pas vraiment sur une politique sur une politique commune pour en sortir, parce que en réalité, quels sont les pays qui souffrent? Ce sont ceux qui sont vraiment entrés dans l'austérité. C'est-à-dire pas nous, pas la France. Mais la France, pour le moment, elle a plutôt retardé l'échéance. Si on se compare, on se console par rapport aux pays du Sud. L'Espagne a monté l'âge de la retraite à 65 ou 67 ans. La France, François Hollande l'a ramené à 60 ans pour les salariés entrés tôt dans la vie active. On n'a pas réduit le nombre de fonctionnaires, contrairement à ce qu'a fait l'Espagne. On a en effet augmenté fortement la fiscalité, mais pour le moment, la France, à la différence de l'Europe du Sud, n'a pas subi une purge sociale à cette dimension-là. Eh ben, tant mieux, on peut s'en réjouir. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les soutiens à la politique d'austérité diminuent au fil des jours. J'ai noté les derniers. L'économiste en chef du Fonds monétaire international, la déclaration de Barroso, le Conseil de l'Europe aujourd'hui, le secrétaire au Trésor des États-Unis, l'International Global Finance aussi, le G20 également, dans sa dernière réunion devant lui. Donc on voit quand même que la critique de cette austérité européenne à tout prix est quand même apporte de moins en moins de soutien. Quant aux Français, Claude signalait à juste titre qu'au début, François Hollande est arrivé là-dedans, comme dans un jeu de quilles, disant voilà, il faut abandonner cette politique, il faut faire une politique de relance. Et il a su, on l'a ramené dans ses buts, comme on dit vulgairement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il se dit, quelque part, j'ai plus besoin de le faire, en fin de compte. Cette histoire va capoter. Cette histoire va capoter. L'Espagne contre cette politique, le Portugais, les Pays-Bas, etc., les Italiens. Et en fait, sans avoir besoin de me mettre frontalement contre Mme Merkel, je sens que ça y va. Et à ce moment-là, on ne pourra pas m'accuser de saboter cette politique. Et quand ça tombera, je pourrai enfin dire un certain ouf pour pour ma politique future. Donc je crois qu'il attend que ça tombe comme un fruit mûr, et dans lequel il tirera dans cette affaire les marrons du feu qui donneront des possibilités d'assouplissement de sa politique économique. Hervé Baudry, est-ce qu'on peut revoir d'abord votre précédent dessin? Alors, il est juste en dessous de votre première feuille. Il est où? On va le voir justement, c'est la grosse ficelle utilisée par François Hollande. Voilà, une technique. Hein. La courbe des sondages, on la change, c'est la courbe du chômage. Moi je lui propose une solution. Regardez, vous ne croyez pas, c'est bien de dire, c'est la même solution qui a été proposée par les Guignols. On va regarder cet extrait justement pour inverser la courbe du chômage. François, j'ai trouvé le moyen d'inverser la courbe du chômage. Oh, c'est vrai? Oui, regarde. Là, le chômage monte, t'es d'accord? Oui. Hop, et là, il descend. Monsieur Darvor? Oui. Je crois qu'on est nuls tous les deux. Vous voyez, je vous ai dit, c'est la même solution. Alors, autre sujet, messieurs, la transparence pour tous. Point d'interrogation, le projet de loi de moralisation de la vie publique a été présenté ce matin au Conseil des ministres. François Hollande avait promis de se montrer intraitable. Est-ce qu'il l'est, Yvan Rieufol, avec ce projet? Il ne répond pas au problème posé. Le problème posé était le problème Cahuzac, d'abord. Ensuite, c'était généralisé par François Hollande de manière très habile à un problème de moralisation de la vie politique en règle générale. Or, on aurait pu d'abord s'arrêter à cette étape Cahuzac naturellement, puis ensuite à l'autre étape qui était la moralisation du Parti socialiste lui-même, car dans le fond, c'est bien une affaire qu'il interpelle lui-même après l'affaire Dominique Strauss-Kahn, et d'ailleurs après les nombreuses autres affaires de corruption régionale ou locale dont on parle beaucoup moins. Donc il y aurait eu d'abord, me semble-t-il, de la part du Parti socialiste, une analyse à faire sur ce qu'est devenu ce parti. D'ailleurs, M. Gaëtan Gors a fait cette analyse-là, disant... Enfin, c'est le parti qui a permis de remporter la présidentielle et les législatives, oui, non, mais malgré tout, il y a une dérive du Parti socialiste aujourd'hui qui est devenue une sorte de parti clanique. C'est une expression qui avait été employée par M. Gors, qui est du Parti socialiste. Je m'abrite derrière lui. Et donc, cette analyse-là n'a pas été faite. Alors maintenant... Naturellement, ce gouvernement en fait des tonnes inutilement, de mon point de vue, sur cette transparence qui est d'abord très intrusive dans le domaine privé. Donc il faut faire très attention à la protection des vies privées. Et puis surtout, pour aller vite, un pays applique cette politique de la transparence. C'est l'Italie, et que je ne sache, l'Italie n'est pas pour autant un pays particulièrement vertueux, et je pourrais même peut-être soutenir l'inverse.
Claude Veil, sur ce projet de moralisation, un ministre en off résume la méthode Hollande de cette manière, dit-il, j'ouvre les guillemets, pour éteindre un feu de pétrole, il faut un baril de dynamite. Oui, Grand moyen pour énorme scandale? C'est le salaire de la peur, mais je vous rappelle que dans le salaire de la peur, Yves Montand saute avec son camion. Mais ah non, c'est en redescendant. Ah non, c'est en redescendant. Attention. Non, c'est pas lui qui saute, c'est pas lui. Si. Il tombe après avoir réussi à éteindre cinématographique. Et pour mon sujet. Alors sur les évidemment la grande affaire, sur le renforcement des moyens de lutte contre la fraude fiscale. Et l'évasion fiscale, je crois que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Tout le monde est d'accord, sauf les fraudeurs, mais ceux-là n'ont pas voix au chapitre. Et Cahuzac non plus. En ce qui concerne la création d'une espèce de haute autorité, le gouvernement a remis ça en chantier parce que ça posait quelques petits problèmes de constitutionnalité. Donc, sur quoi va-t-on focaliser? C'est évidemment sur la déclaration de patrimoine des élus. Je constate aussi que le gouvernement a plutôt prudemment battu en retraite sur les interdictions professionnelles, les incompatibilités finalement, qui seront très très limitées. Alors, les élus, alors là, je suis au spectacle. Je serais très très curieux de voir si les parlementaires vont le voter. Pour eux, c'est évidemment... on les prend à la gorge. Ils prévoient beaucoup de modifications et d'amendements. Ils ont vraiment l'impression qu'on pratique une espèce de politique de diversion sur leur dos pour faire oublier le cas Cahuzac. Vous avez vu que Claude Barthelone est vent debout contre cette réforme. Moi, j'attends de voir si ça sera voté. Oui, Jean-Louis. Un petit mot pour dire, j'attends l'intitulé de la loi, parce qu'on ne l'a pas. On nous parle de moralisation de la vie politique. Alors, c'est la première fois dans l'histoire du monde, je crois, que les lois portent la morale. Et puis la transparence. Jusqu'où où commence l'obscurité et où commence... On prend déclaration de patrimoine. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est un sujet de philosophie, ça, Non, c'est économique. Ça n'a aucun intérêt, la déclaration de patrimoine. Ce qui est intéressant, c'est les revenus. C'est-à-dire, comment a été constitué le patrimoine? Vous arrivez, vous dites, j'ai un patrimoine de 6 millions d'euros. Aucun intérêt. La question, c'est comment tu as eu tes 6 millions d'euros? Surtout, y a-t-il eu enrichissement? Donc, non, mais c'est la vraie transparence, c'est ça. Le problème n'est pas seulement économique, il est culturel. Parce que les pays, Yvan Rioufol évoquait à juste titre le cas de l'Italie, on pourrait dire l'Espagne aussi, où il y a théoriquement une déclaration de patrimoine et la moitié de la classe politique est mise en examen pour corruption. Donc ça n'empêche rien. Mais le problème, il est culturel, c'est que dans les pays scandinaves, cette réforme, cette politique s'est mise en place très facilement parce qu'on suppose, pour des raisons culturelles, que les calvinistes sont plus à l'aise avec l'argent. C'est vrai qu'en France, nous avons un tel climat de suspicion à l'égard de la fortune que les parlementaires se sentent mis à nu en place publique et le vivent mal, quoi. Mais ça ne répond pas à la vraie question qui mine le débat politique aujourd'hui, qui est une crise de confiance. Et cette crise de confiance, elle n'est pas tellement de dire que tous les hommes politiques sont des corrompus. Proposer, parce que pardon, rien ne trouve grâce à voter dans ce projet, mais quelle loi aurait-il, quel projet, quelle mesure auriez-vous privilégié? Mais je n'aurais pas privilégié de mesure, parce que je pense encore une fois que ce n'est pas le vrai problème aujourd'hui, c'est le mensonge en politique. C'est ça la crise, s'il y avait une crise morale en politique. Si vous voulez mon sentiment, je crois que les parlementaires se font une montagne de pas grand-chose. Parce que vous savez, la déclaration de patrimoine, c'est exactement comme le saut en parachute. Avant, on trouve ça épouvantable, on a l'impression qu'on va mourir. Puis une fois qu'on l'a fait, on est tout fiers, tout contents, on dit je l'ai fait. Regardez les ministres finalement. En 3 jours, ça a été oublié. Ils ont sorti leur patrimoine. Il y a eu des commentaires goguenards. Et puis, c'est la première fois. Il faut que les politiques apprennent à respecter leurs paroles et apprennent à écouter aujourd'hui ceux qui les représentent. Et c'est ça le fond du problème. Donc la morale là-dedans, elle vient bien après. Je voudrais vous faire réagir à cette vidéo tournée clandestinement dans les locaux du syndicat de la magistrature, mise en ligne sur le site Atlantico et puis sur le Figaro, Yvan Rioufol, ce qui est appelé le mur des cons, où sont affichés tous ceux, hommes politiques, intellectuels, journalistes, qui n'ont pas l'heure de plaire à ceux qui doivent juger en toute impartialité, à l'abri des pressions et des préjugés. On voit notamment, figurent les portraits de Brice Hortefeux, accompagnés de la mention l'homme de Vichy. Il y a Éric Woerth, Nadine Morano, Nicolas Sarkozy, Luc Ferry, des journalistes. Vous n'y êtes pas, Yvan Rioufol. Je vais porter plainte. Parce que vous êtes déçu de Payette. Votre réaction à cette... Que dire de cela? C'est pas simplement, naturellement, c'est un humour potache, c'était dans un local clos, c'était dans un local syndical. Mais enfin, au-delà de tout ça, le syndicat de la magistrature, c'est 1/3 des magistrats qui sont tout de même affiliés à ce syndicat de gauche. Et les juges ont quand même vocation
à une sérénité, une indépendance dans leur jugement. Et là, on voit qu'ils font des listes noires sur, naturellement, des personnalités de gauche. Et donc, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce corps-là, enfin dans ce syndicat-là, qui, naturellement... et en plus, qui aligne également d'autres juges. Fait du mauvais esprit. Toujours. Mur des cons, il vaut mieux les avoir en photo qu'à dîner. Oui, toujours. Et donc, naturellement, ça remet en cause toute la sérénité de la justice et ça alimente le procès en militantisme qui est fait. Non, mais c'est une connerie. C'est plus qu'une connerie. C'est trop facile de dire que c'est simplement une connerie. Vestiaire de foot, on a des. Oui, mais ce ne sont pas des joueurs de foot. Ce sont des gens qui rendent la justice au nom du peuple français. Et il va y avoir des plaintes. Comme tous les mercredis, messieurs. Il faut mieux être du bon côté si on est face à eux. La revue de presse de vos hebdos. On commence avec l'Express. Regardez qui titre sur la montée du Front National. Et pendant ce temps, elle monte. C'est Marine Le Pen qui profite des crises, la banalisation du FN jusqu'où, le flirt avec l'UMP. Original comme une? Non, Claude Weiss, ça vous laisse... Je le trouve un peu bizarre. Je veux pas être désagréable. Oui, c'est pas la vôtre. On va parler de la vôtre dans un instant. Je vais pas être désagréable avec mes camarades de l'Express, mais... Comment dire? Je pense que si Marine Le Pen voit cette une, elle va être assez contente. Oui, le Point, maintenant, qui titre sur cette question. Les Français sont-ils paresseux? Oui, Hervé Baudry. Je suis en vacances la semaine prochaine, donc... Bel observateur. Mais à sa une, eh bien, la violence à l'école, raquettes, harcèlement et humiliation. Voilà pour vos hebdos à découvrir demain dans vos kiosques. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci à vous. La dernière page du 22h est comme tous les mercredis, c'est la page cinéma. Cette semaine, c'est un film allemand qui est sélectionné. Hannah Arendt, un biopic passionné sur la célèbre philosophe à l'époque du procès Eichmann à Jérusalem en 1961. Hannah Arendt part suivre en Israël le procès du criminel contre l'humanité. Elle écrira sur lui 5 articles retentissants dans The New Yorker. C'est la ciné-minute de Simon Barbary. Regardez. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Eichmann kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Du hast ihn doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz geholfen. Na bitte, du kannst das so nicht schreiben, nicht für den New Yorker. They were recognized Jewish leaders, and this leadership cooperated with the Nazis. They'll have our heads for this. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Cette phrase d'Hannah Arendt résume parfaitement le film que lui consacre la réalisatrice allemande Margaret von Trotta. En 1961, la célèbre philosophe et correspondante au New Yorker se rend à Jérusalem pour couvrir le procès du criminel nazi Adolf Eichmann. De retour à New York, elle publie sa théorie sur la banalité du mal. Son raisonnement sans précédent déclenche alors la polémique et conduit au lynchage intellectuel de ses pairs. Ach, und er meint, deswegen habe er keinerlei Schuld an dem, was danach mit den Menschen geschah, die von ihm befördert wurden. Ja, genau so sieht er es. Er ist Bürokrat. Deine Suche nach Wahrheit ehrt dich, aber diesmal gehst du in die Irre. Aber Kurt, du kannst doch nicht leugnen, dass ein riesiger Unterschied besteht zwischen dem unvorstellbaren Grauen seiner Taten und der Mittelmäßigkeit des Mannes. La force de ce long métrage et la prouesse de la réalisatrice sont d'avoir réussi à mettre en scène la pensée d'Hannah Arendt, avec en point d'orgue du film un discours de 8 minutes totalement digeste pour le spectateur. L'absence de pensée et la servilité conduisent au mal, une vérité qui vaut pour toutes les époques. Et voilà pour ce très beau film à découvrir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité de manière générale. Tout de suite l'émission Déshabillons-les, belle soirée. Demain, notez-le, vous retrouverez à 22h Delphine Girard et je vous dis, eh bien lundi, avec plaisir bien sûr. Souvent, pour gagner les élections, on fait des choses qui ne sont pas forcément conformes à l'intérêt public.
Du Rebsamen dans le texte. Un socialiste ami de François Hollande qui a décidé d'exercer sa liberté de parole. Mais ce rôle d'aiguillon est-il vraiment utile? N'a-t-il pas un peu de rancune d'avoir été si proche du candidat Hollande sans être nommé ministre? Et que pense-t-il de son ami depuis qu'il est à l'Élysée? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un poids lourd du PS, longtemps resté dans l'ombre. François Rebsamen, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre bureau du président du groupe socialiste au Sénat, mais vous êtes aussi maire de Dijon, fonction à laquelle vous tenez beaucoup, et membre de la garde rapprochée de François Hollande, que vous avez accompagné des années, notamment en tant que numéro 2 du PS. Donc ça fait 3 casquettes, 3 raisons d'intervenir dans les médias, notamment. Si on devait n'en retenir qu'une pour vous présenter, par exemple pour mettre en bas de votre synthé, où on n'a pas toujours beaucoup de place d'écrire les fonctions des invités, vous choisiriez laquelle? De formule? Oui, voilà. Je dirais que je parle uniquement quand c'est nécessaire. D'accord. Voilà. Quelle que soit la casquette. Quelle que soit la casquette. D'accord. Et vous jonglez avec ces différentes casquettes? Est-ce qu'on va y revenir dans l'émission? Non, ça se complète. Il y a une fonction nationale ici au Sénat, incontestablement. Et puis, j'ai ce que j'apprécie, l'attachement local, la vie d'une ville, un rôle de bâtisseur, de proximité. Enfin, c'est un mandat passionnant. C'est le plus beau des mandats, de toute façon. Vous dites que quand c'est nécessaire. Oui. Pourquoi vous dites ça? Parce que d'autres parlent quand c'est pas nécessaire, ou parce qu'on a pu vous dire parfois que vous parliez quand c'était pas nécessaire? Non, je dis ça parce que je pense que d'autres parlent des fois alors qu'ils n'ont pas forcément des choses passionnantes à dire. D'accord. Voilà. Sans plus. Bon, on verra plus loin dans l'émission peut-être à qui vous faites allusion. Alors aujourd'hui, on vous entend beaucoup, on vous voit beaucoup dans les médias, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, vous étiez un personnage important au sein du Parti socialiste, mais peut-être plutôt dans l'ombre. Alors pourquoi ça a changé? C'est vous qui avez changé d'attitude ou c'est la fonction qui a changé? C'est la fonction qui a changé. Moi, j'étais numéro 2 du PS. Je faisais le travail que j'avais à faire. On me voyait beaucoup à Dijon, ça c'est clair, parce que j'avais des choses passionnantes à dire, mais je ne pensais pas nécessaire. Vous savez, quand vous êtes le numéro 2 d'un parti, on est plutôt fondu dans un collectif, on fait le travail, on organise, on prépare, on soutient, mais bon, on n'a pas forcément une visibilité médiatique que je ne recherchais pas automatiquement. Alors, avant de revenir au moment plus actuel de vos prises de position, notamment sur des cafouillages gouvernementaux qui ont fait beaucoup parler de vous, on va revenir d'abord pour se rendre compte du rôle que vous jouiez sur des moments plus historiques, quelques moments clés de l'histoire récente du PS. On va voir que vous êtes souvent sur la photo, à côté de François Hollande, à côté de Ségolène Royal, des moments qui sont commentés par le journaliste du Monde, David Revaud-Dallon. Alors ça commence en 2004, après l'imposante victoire du PS au régional, PS emmené par François Hollande, je vous montre. Car la victoire du 28 mars dernier a changé la donne. Longtemps sous-estimé dans son propre parti, le premier secrétaire du PS est devenu aujourd'hui incontournable. Moi, j'ai le sentiment depuis longtemps que c'est l'un des meilleurs d'entre nous, qu'il est capable de rassembler, qu'il a cette force de conviction et cette sincérité que les Français attendent aujourd'hui. Voilà, l'un des meilleurs d'entre nous, dit Rebsamen en 2004. Mais en 2006, quand la présidentielle approche, on a l'impression qu'il hésite. J'apprécie Ségolène Royal, la femme politique, femme publique, les idées qu'elle défend, je l'estime. Et je travaille avec François Hollande et tout va bien. Et l'heure n'est pas celui du choix. Voilà, alors l'heure du choix n'est pas encore arrivée en avril, mais elle arrive en août, fin août 2006. Alors vous êtes maire de Dijon, numéro 2 du Parti socialiste. Ce matin encore, vous affirmez que c'est Ségolène Royal qui est la mieux placée et vous demandez même à Dominique Strauss-Kahn et Jack Lang de retirer leur candidature. Alors dites-moi, c'est un souhait ou c'est une exigence ? Non, je ne me permettrai pas de formuler ainsi une exigence. Toutes les candidatures sont légitimes, mais je pense que moins il y a de candidatures et plus ça sera facile de rassembler les socialistes. Donc j'invite durant le mois de septembre le premier secrétaire, François Hollande, à prendre des initiatives pour qu'on ait une réflexion collective afin qu'on voit s'il ne peut pas y avoir déjà un rassemblement qui s'opère. Vos extraits le montrent très bien. Il y a eu différentes étapes. Au début, il est hollandais pur sucre. 2004, l'extrait que vous montrez, c'est les européennes. C'est une phase où François Hollande lance sa propre petite entreprise politique. François Hollande, il est à la tête du Parti socialiste, il n'a plus la tutelle de Jospin, et il commence à construire effectivement sa propre destinée présidentielle pour la présidentielle de 2007. Et à côté de lui, il a quelques amis fidèles, et dont François Rebsamen, qui est une pièce maîtresse à l'époque
du dispositif hollandais, c'est le numéro 2 du parti, il est secrétaire aux fédérations, donc c'est un poste extrêmement important puisqu'en gros il s'agit du contrôle de l'appareil. Et puis petit à petit, on le voit évoluer. Deuxième extrait, ségolèno-hollandais, hein, il se situe à mi-chemin entre les deux conjoints qui sont encore conjoints à l'époque. Et enfin, dernier extrait, il joue carrément la première gâchette de Madame Royale puisqu'il demande aux concurrents de l'époque, Jack Lang et Dominique Strauss-Kahn, de se retirer. Donc, effectivement, il y a eu un basculement, il y a eu un changement de candidat, de poulain, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que François Rebsamen représente finalement le cœur du Parti socialiste pour lequel seule la victoire est belle, et qu'à partir du moment où Ségolène Royal présente plus de garanties, plus de chances de battre Nicolas Sarkozy, eh bien tout l'appareil a basculé, et François Rebsamen avec lui, alors même qu'il s'agissait d'un des plus proches de François Hollande. François Rebsamen, numéro 2 du Parti socialiste, a clairement demandé au présidentiable masculin de se ranger derrière Ségolène Royal. De quoi agacer des éléphants en campagne. Je serai candidat, je l'ai dit, parvenir là-dessus 20 fois. Est-ce que vous voulez qu'on parle des sujets sérieux? Par exemple, le désistement. Mais derrière les sourires de façade, les divisions s'accentuent. François Hollande, invisible ce soir devant les caméras, a pourtant mené ce bureau national. Il a dépêché son directeur de cabinet pour rappeler quelques règles de bonne conduite socialiste. Chacun peut donc exprimer ses préférences. Les conditions de cette expression sont le respect des personnes, le refus du dénigrement, de la dévalorisation, de l'abaissement ou de la disqualification. Et là, donc à ce moment-là, cette fin août 2006, Stéphane Le Foll pense que François Hollande peut encore être candidat, et donc c'est pour ça qu'il prend très mal la position de... Absolument, François Hollande est quand même assez isolé à ce moment-là, puisqu'il y a une grande partie de ses amis qui ont senti le vent tourner, et donc il fait partie des irréductibles qui, lui, évidemment, continuent à croire en les chances de François Hollande et n'apprécie guère que certains de ses amis et fait un autre choix. Et alors la question qu'on se pose, c'est quelles conséquences aujourd'hui pour François Rebsamen, parce que qui a posteriori a peut-être fait un mauvais choix à l'époque. Dans ce genre de circonstances, on ne prononce pas un bannissement à vie pour quelqu'un qui a pu avoir un écart de conduite à un moment ou un autre. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose était un petit peu rompu dans la confiance et qu'il n'a forcément pas, François Hollande, la même confiance à l'égard d'un Le Foll qu'à l'égard aujourd'hui d'un Rebsamen. Alors, pendant l'extrait, vous disiez « il se trompe ». Alors, qui se trompe et sur quoi? Il se trompe sur un point précis. C'est de la petite histoire, mais si je ne le regrette pas, si j'ai été en soutien de Ségolène Royal et en directeur de campagne, c'est parce que François Hollande me l'avait demandé. Oui, alors vous avez écrit un livre, d'ailleurs, où vous racontiez la campagne de 2007, et il vous a dit « il faut l'aider », c'est ça? Oui, va l'aider, va l'aider. Va l'aider. Va l'aider. Moi, je lui ai dit, à l'époque, je lui ai dit, c'est toi qui dois être le directeur de campagne de Ségolène Royal. Il m'a dit, non, ça ne peut être que toi. Donc, voilà. Oui, a posteriori, ça n'aurait pas été facile, vu leur relation. Oui. Je n'étais pas au courant et je ne m'occupe pas des affaires familiales des uns et des autres. Mais effectivement, ça n'aurait peut-être pas été facile, mais je parlais institutionnellement au premier secrétaire d'être le directeur de la campagne. Enfin, c'est ce que je pensais. Donc, vu que j'étais le numéro 2, il m'a dit, mais c'est à toi de le faire. D'accord, mais s'il vous a dit ça peut-être au début, peut-être qu'au bout d'un moment, il est peut-être un petit peu regretté. Des fois, on encourage ses amis à aller aider. Dès le mois de février, il m'a dit... 2006. 2006. Dès le mois de février 2006, je l'avais alerté un an avant en lui disant attention, Ségolène Royal est en train de gagner l'estime de nombreux militants. Et François l'avait encouragé. Il est assez compliqué et assez complexe comme homme. Oui, mais complexe, compliqué, mais peut-être qu'après coup, on voit d'ailleurs Stéphane Le Foll qui n'a pas l'air enchanté de votre prise de position. Non, parce que ça a été notamment vis-à-vis de Stéphane Le Foll, parce que François ne lui avait pas dit ce qu'il m'avait dit. Donc, il n'était pas au courant. Oui, alors qu'on on est les meilleurs amis, on l'est encore, on l'est demeuré, heureusement, avec Stéphane Le Foll, il n'y a aucun problème, mais il y a eu ce moment politique où... Moi, je lui ai dit un an avant, prépare-toi, parce que sinon, ça sera Ségolène Royal. Dès 2004, j'avais dit que ça allait être le meilleur candidat pour nous. On l'a vu d'ailleurs dans l'extrait. Voilà, j'avais même lancé un appel pour lui déjà, les autres m'en avaient beaucoup voulu. Et finalement, il n'y a que pour Dominique Strauss-Kahn où j'avais totalement raison. Hein. Mais qui devait retirer sa candidature, mais c'était en 2006, voilà. Là. Oui. Vous saviez Oui, il avait eu une méchanceté à mon endroit, d'ailleurs, il avait dit qui c'est François Rebsamen. Je ne vais pas avoir de cruauté aujourd'hui.
D'accord. Alors, tous ces conseils que vous aviez, on va voir dans l'émission, vous donnez souvent des conseils que vous n'avez pas forcément toujours écoutés. Il ne vous a pas du tout écouté. Alors, à cette époque-là, François Hollande, il ne se sentait pas... Il m'a donné comme explication que le référendum européen, l'échec au référendum européen, lui avait retiré ses chances dans la campagne pour la campagne présidentielle. Et puis, vrai ou faux, lui seul le sait. Il a trouvé une explication politique. D'accord, parce que lui soutenait lui, le PS soutenait lui, et c'est le nom qui était passé, je rappelle, voilà, à ce fameux référendum de 2005. Alors, concernant la manière de faire... Ségolène aussi, elle soutenait lui. Oui, elle soutenait lui. Tout le monde soutenait lui au Parti Socialiste, sauf Laurent Fabius, enfin, parmi les ténors. Voilà, comme quoi. Quand on voit cette déclaration que vous faites en 2006, c'est assez intéressant, puis on voit que c'est un peu votre marque de fabrique, en fait, souvent. Là, vous allez dans les médias conseiller à François Hollande d'opérer comme ça un rassemblement. Alors, on se dit, est-ce que vous y croyez vraiment que des candidats peuvent se désister, ou alors c'est une tactique, comme ça, de prendre les médias à témoin? Non, non, j'y crois vraiment. D'ailleurs, je l'ai fait pour Lionel Jospin. Un peu plus tard, il y a un extrait, c'était à la radio, et l'après-midi, il se retirait. Alors, est-ce que je l'ai influencé à ce point-là? Je ne veux pas m'attribuer ces mérites-là. Mais j'ai pris l'habitude de dire ce que je pense. Et je pense que c'est bien mieux de dire ce qu'on pense. Des fois, ça peut déranger. Ah oui, là, on voit que ça avait mis une jolie pagaille. Hein. Oui, mais en réalité, Lang et Dominique Strauss-Kahn, ils n'avaient rien à faire là. Donc, voilà, à part la division. Donc... D'accord, voilà. Bon, on va dire ils sont après, donc là on était en 2007. Cela dit, après, DSK est à nouveau candidat, on s'en souvient pour le coup, jusqu'en mai 2011. Et là, vous aussi, vous êtes un petit peu, vous ne soutenez officiellement personne pendant pas mal de temps. Hein, voilà, vous attendez que ça se décante, hein, c'est ce qu'on a pu dire dans la presse. Et puis vous déclarez officiellement votre soutien à François Hollande le 11 mai. 3 jours avant la fameuse affaire du Sofitel qui fera chuter DSK. Là, vous avez une intuition? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ça faisait longtemps que j'étais avec François Hollande. Simplement, mais vous n'aviez pas de soutien? Oui, je n'avais pas exprimé publiquement le soutien. Mais ça faisait plus d'1 an que j'étais rentré au Bercail avec lui. Et j'ai voulu le faire pour que ça lui serve médiatiquement. C'est-à-dire que j'ai attendu un moment particulier. Pas de chance et chance. Je l'ai fait le jour où arrivait l'affaire du Sofitel pour Dominique Strauss-Kahn dans le JDD. Oui. Et le matin même, c'est sorti ce jour-là. Mais vous l'auriez fait le lendemain, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Oui. Bah oui, parce qu'alors du coup, cette image que vous avez du un peu moins hollandais que les autres, proche de lui, mais un peu moins que Stéphane Le Foll, peut-être un peu plus hésitant. Je pense que Stéphane Le Foll a été le dernier soutien quand François Hollande était dans la difficulté. Non pas que j'ai toujours gardé des relations, mais il y a eu une période, effectivement, après l'échec de Ségolène, où avec François Hollande, on a eu des relations un peu plus distantes. On ne s'appelait plus tous les dimanches matins pour faire le point, ou 3 fois par semaine pour faire le point. Et qu'est-ce qui avait introduit cette distance? Le fait que je considérais qu'il devait quitter la tête du Parti Socialiste. Ah bon? Pourquoi? Parce que je pensais que c'était néfaste pour lui. Et donc, voilà, peut-être... ce qu'il a fait, mais 1 an et demi plus tard. Ce qu'il a fait 1 an et demi plus tard, voilà. C'était peut-être un peu tôt, mais enfin, c'est comme ça. Donc, vu que j'ai l'habitude de dire ce que je pense, je lui avais dit ça aussi. Et c'était quitter la tête du PS pour se préparer dans une perspective de présidentielle? Je pensais qu'il avait besoin de faire une traversée du désert, oui. D'accord. Il l'a faite, d'ailleurs. Je pense qu'il fallait qu'il se retrouve un peu seul, hors de l'appareil, qui était en train de l'étouffer complètement, quoi. C'est terrible d'être à la tête d'un parti pendant si longtemps, c'est très compliqué, c'est très usant, il faut gérer, c'est un peu comme dans un groupe important au Sénat, il faut gérer les égos, Vous êtes un peu usé alors, c'est ça le message? Au Parti Socialiste, oui, j'ai laissé beaucoup d'énergie. D'accord, en tant que numéro 2 et en tant que groupe... En groupe, ça va, j'arrive, ça fait 2 ans. Donc, ça fait que 2 ans, j'ai encore plein de temps, plein d'énergie. Alors, vous le dites, hein, vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, quitte parfois à mettre un peu la pagaille. Alors, on l'a vu pour les histoires plus internes au PS. C'est vrai aussi parfois pour des propositions de fond. Alors, il y en a une qui restera. On est en 2012, à 3 jours du premier tour de la présidentielle. Vous êtes alors chargé des questions de sécurité dans l'équipe du candidat Hollande. Vous êtes prétendant légitime au poste de ministre de l'Intérieur. Et là, vous faites une proposition qui n'est pas dans le programme du candidat. On va l'entendre, suivi de la suite du commentaire de David Revaud-Dallon. Puis il y aura la réaction de François Hollande aussi. C'est gentil de faire l'actualité le jour où vous venez nous voir. Vous avez proposé hier soir, lors d'un meeting à Dijon, de transformer le délit de consommation de cannabis en contravention, donc quelque chose de moins grave. Et ce matin, sur Europe 1, Nicolas Sarkozy vous a traité d'irresponsable.
Oui, j'ai repris en réalité une proposition que sûrement Nicolas Sarkozy avait oubliée et qu'il avait faite en 2007. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui 140 000 personnes qui sont arrêtées chaque année en train de fumer du cannabis pour leur consommation personnelle. Et cela donne 25 000 condamnations. Donc il y a à peu près 110 000 poursuites qui tombent, mais qui font faire beaucoup de paperasse et des gens qui ne sont pas condamnés. Et donc j'ai proposé, comme il l'avait fait en 2007, j'ai proposé qu'il y ait une contravention pour tout le monde. Comme ça, c'est une pénalisation effective pour tout consommateur de cannabis. Cette proposition de François Rebsamen n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été avancée par Nicolas Sarkozy en 2007. Je ne la reprendrai pas, pour des raisons qui tiennent à la nécessité de l'interdit, qui ne doit pas être affaibli. Alors, vous qui connaissez bien François Hollande, est-ce que là, il y a un truc qui est en train de se jouer là? Est-ce qu'il est énervé par cette proposition? Est-ce que Rebsamen a commis une gaffe? Au moment où François Rebsamen formule cette proposition, nous sommes le 19 avril. Vraisemblablement